Tout de suite sur Radio Val d'Or, la balade d'Antoine. Échauffement de voix. Les brindilles vikings, ces bourgeons celtes du Nord, ont connu près de 3 siècles d'heures de gloire les derniers siècles du premier millénaire, à cheval sur le début de Frise du second. Dotée d'une visionnaire organisation, la Scandinavie à l'origine leur territoire. Au gré du vent, en plein air du temps, les brindilles échouaient 1 à 2 fois par mois à ce qu'elles appelaient le sink, le plus souvent polissant leurs ramures en cultivant les terres, posant leurs pieds et leurs esprits dans de singulières fermes ou fermes au pluriel. Agrippés au tronc d'arbre, les traels, esclaves, serfs de naissance, prisonniers de guerre ou hommes déchus de leurs droits. En remontant les écorces, on peut observer les bondis, des hommes libres, propriétaires de l'humus terreau qu'ils exploitent, jouissant des droits établis et pouvant faire appel de fumée au bassin judiciaire. En principe, ces bondis-bandits sont tous égaux. En fait, l'étendue de leur place dépend de l'ancienneté de leur famille et de l'importance de leur domaine. Dans les forestiers feuillages, les chefs et rois élus par le Sink, responsables de leurs actes devant leurs électeurs, quand le rideau rosé rouge se lève. Leur puissance est régie par la volonté du peuple. Ce que tous ont décidé, le roi se doit de l'approuver, à moins que sa décision ne semble meilleure. Les bourgeons femelles ne disposent point des mêmes droits que leurs semblables mâles. Elles sont chargées des travaux domestiques et de la gestion agricole de leur espace durant les fréquentes absences de leurs amants. La muraire scandinave n'en demeure pas moins respectée par tous. Les rameaux se multiplient, polygames comme jamais. Les ramages d'écorce gagnant en ampleur, une classe d'artisans spécialisés dans le travail du fer, le bien nommé forgeron, fit son apparition, façonnant des armes indispensables à la sécurité de tous, aux expéditions aux futurs proches guerriers et quelques prémices d'objets d'art en fonctionnel. Ce type-là jouira d'un aura des plus précieux. De nouvelles sous-couches picturales gagneront en éloquence, comme les palettes de soldats, marchands et charpentiers. Les branchages païens polythéistes, terriens trapézistes, à chaque voyage, minuscules ou majuscules, s'en remettent à leur dieu, séjournant à Asgard, forteresse au milieu de laquelle pousse un frêne nommé Yggdrasil, dont les racines s'enfoncent jusqu'aux enfers et les branches percent la voûte céleste, clé de voûte spirituelle des Vikings. Les prières ornent la vie quotidienne, celle d'un paysan voyant ses bêtes périr, du guerrier voulant conquérir des contrées inconnues, du chef de famille souhaitant que sa maisonnée prospère pépère. Quelques mots à l'égard d'Odin, divinité céleste suprême, dominant les autres, fin tacticien, ultime savoir-faire pour la guerre, source de victoire. Le plus souvent, les recueils de poèmes s'adressent à Thor, fils d'Odin. Avec son marteau symbolisant la foudre, il protège le monde des hommes brindilles contre les géants, les esprits maléfiques des forêts, le froid, la faim, proche du tempérament humain, violent et bienveillant. Puis Frère est parfois appelé à la rescousse, bon et généreux par excellence, régnant sur la fertilité. Sa sœur Freya, déesse de la beauté, régente l'armée des Valkyries. Amazone guerrière, qu'Odin envoie sur terre pour juger de la bravoure et de la force des combattants vikings. Lorsqu'une bataille sanguinaire prend fin, elles accompagnent les héros morts au combat jusqu'au Walhalla, l'éternité bienheureuse scandinave, et les elfes, démons ou génies incarnent souvent les âmes des défunts. Le goût de la navigation s'amplifie avec l'éclosion au 7e siècle. Oui, 7e siècle. De longues barques ingénieuses appelées plus tard dracars et leurs tentacules.
un assemblage de planches de chêne sur 10 à 25 mètres de long, 5 mètres de large, un mât de pin s'élevant à 18 ou 20 mètres au-dessus du pont, sur lequel est tissée une voile rectangulaire à double épaisseur en laine brute ou en lin, d'une surface de 100 mètres carrés. Une quille permettant d'obtenir équilibre et poussée directionnelle à l'embarcation embarcadère. Un gouvernail fixé à tribord arrière au sud-ouest du navire. La proue du devant et la poupe à l'arrière se confondent. En cas de vent contraire, de calme plat, ou pour livrer combat, les feuillages vikings propulsent le drakkar à la rame dans le sens souhaité. Et si des chutes d'eau ou des rapides empêchent la progression de leur marche sur les eaux fluviales, ils transportent le navire sur la terre ferme jusqu'au prochain cours d'eau praticable, en les faisant rouler sur des troncs d'arbres. Les langskip, navires de guerre, les kopskip, navires commerciaux, et les feria, bateaux de pêche, ont tout d'abord sillonné les mers du Nord. Et le vent avance, tapisse la palisse, la mer elle en transe, Alice, ça glisse. Crime, vol, abus étaient fortement réprimés, puisque cela condamnait le fautif à l'exil obligatoire, en y ajoutant la passion marine des Scandinaves, leur capacité d'exploration et leur attrait pour les richesses, ils vont voguant vagabonder vers d'autres cieux. Les Suédois pillent les rivages d'Europe de l'Est et une partie de l'Asie, les brindilles appréciant la route de la soie d'or dorée. Ils gouverneront aussi la Russie pendant plus d'un siècle, développant cette nation slave, instaurant une monarchie constitutionnelle et érigeront Kiev au rang de merveille culturelle, artisanale et artistique du vieux continent, sauce hydromel. Je rappelle que la sauce hydromel est un mélange de miel, d'eau, d'assaisonnement en eau de vie. Quant aux Danois, ils mettent à feu et à sang les côtes maritimes et fluviales de l'Angleterre à l'Irlande, du Saint-Empire germanique en passant par l'Espagne chrétienne, le Maghreb. Ils assiègent Nantes puis Paris. Le roi de France, pour pouvoir mieux maîtriser ses élans guerriers, propose à Roland, chef danois, ce qui s'appellera le duché de Normandie, puisqu'il répond positivement à cette demande royale, un matin brumeux où même les tourterelles turques roucoulent du Scandinave. Lui aussi développera cette région qui restera quelques siècles la plus influente du royaume romain gaulois. Guillaume le Conquérant, un de ses dignes héritiers, envahira l'Angleterre assez aisément et rebroussera chemin après l'acquisition de hordes d'abondantes fortunes. Les tambours norvégiens éclaboussent les marais et sphères du Nord, occuperont les 2 îles britanniques, se rendront maîtres de l'Islande où un gouvernement prendra racine des siècles durant. C'est là, dans ce brouillard à volcanique verdure, qu'Éric le Rouge, accusé de crime, est condamné à l'exil, conformément aux lois scandinaves de l'époque. Ainsi, accompagné de compagnons drakkars, hommes, femmes, enfants, il découvre le Groenland, ce pays vert, vêtu de blanc, et s'y installe. Malgré cette conquête, les terres du Grand Nord sont difficilement fertiles, et à la mort d'Éric le Viking Monty Python, son fils décide de s'aventurer le long des littoraux canadiens et débarquer sur le territoire de Terre-Neuve, au Québec actuel. 6 mois d'existence avec sa cohorte, dans cette région du monde, 5 siècles avant l'expédition en Amérique de Christophe la Colombe, encore une fois, les conditions de vie délicates pousseront les brindilles celtes vers d'autres flots. Corporellement costauds, empoignant aisément des armes lourdes, habillés d'une côte de mailles, les bourgeons boucliers, glaives ou couteaux, les brindilles fantassins cuisinent des plats avec une pincée de dégâts, le dessert fatal étant souvent l'œuvre de soldats, dégoupillant leurs ennemis avec une imposante hache à vif tranchant, au cri de mort en morse. Ah, je cale, ça fait mal.
Les archers et leurs carquois mettent en péril la marche de leurs adversaires. Les lieux et jours des pillages sont étudiés, la rapidité, la mise à feu et la ruse leur octroient de nombreuses réussites guerrières. Les batailles rangées sont rares, car souvent inférieures en nombre en comparaison aux peuples combattus. Les rivalités entre clans vikings engendrant fort souvent des jetées de sang. Les cavaliers de rigueur donnent de l'ampleur à ces razzias, pas si loin de la culture d'entreprise taylorienne, néanmoins à des années-lumière de l'organisation scientifique du travail fordien ou toyotien. Les chevaux sont montés par les Magyars, ce peuple slave, hongrois dont l'habileté à l'épée ou à l'arc, en plein galop reste remarquable. Tambour battant, des journées à torpeur rouge, autant en emportent ces inspirés celtes du vent et leurs nobles contradictions, toujours move. Les brindilles pillant ou gouvernant des nations chrétiennes, vouées au coup d'Alizé, du destin, aux mistros anodins, se sont peu à peu évangélisés. À l'aube de la frise du temps, ils gardent leurs rites et dieux ancestraux. Un gnome m'a aussi signalé que lorsque les guéguerres entre royaumes européens et les envois de croisés-croiseurs à Jérusalem se sont amenuisés ou stoppés, les Vikings n'ont pu rivaliser avec la puissance numéraire et en nombre de leurs adversaires. Au crépuscule, la culture chrétienne prend le dessus, impliquant la fin globale de l'ère viking, les Indiens connaissant eux aussi sur le bout des doigts ce refrain-là. Bonjour à Geronimo, Apache résistant, point n'en faut. C'était sur Radio Val d'Or, la balade d'Antoine. À bientôt.